Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité à School TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAC, troisième saison. Vous le savez, cette saison, on met en lumière chaque jour des initiatives, qu'elles soient sur le plan local ou national. Et c'est avec Alix Nguyen. Salut Alix. Bonjour Patrice. Tout va bien? Tout va bien. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission, c'est parti pour le sommaire. On va rester en Ile-de-France aujourd'hui, direction sans plus tarder les Yvelines, et plus précisément à Saint-Germain-en-Laye, la ville qui propose une offre éducative d'exception. De quoi parle-t-on exactement? La réponse dans un instant. La cité yvelinoise qui, vous allez le voir, met un point d'honneur à former les citoyens de demain autour de valeurs fortes dans cette équation. Quel rôle pour le numérique? On posera là aussi la question. Et puis Rouler Jeunesse, Alix Nguyen nous dira que Saint-Germain-en-Laye accorde une place de choix à la parole des collégiens et des lycéens. C'est parti donc pour l'expression orale. L'expression orale, c'est avec le maire de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Arnaud Péricard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On adore vous recevoir ici sur le plateau de C'est toujours un plaisir de venir et de revenir. Merci de nous faire cet honneur de venir nous voir pendant cette demi-heure. Ça passe sur très vite, on a plein de choses à se dire. Je précise, vous êtes également avocat de formation, avocat au barreau au pluriel de Paris et de New York. Comment s'est passée cette rentrée au final? Je sais qu'il y a toujours, c'est un peu comme quand on était à l'école, Alix, tu sais, la rentrée, un petit mélange d'excitation et de stress. La période de la rentrée, pour le maire aussi. Oui, mais la période de la rentrée, c'est toujours en fait une période assez joyeuse, assez douce. S'il y a des problèmes, c'est souvent 15 jours après la rentrée. Pour le moment, on est dans les années Covid où là, c'était, j'imagine, branle-bas de combat là. Exactement. On n'est plus dans le cadre des protocoles sanitaires qui avaient été mis en place. On est dans quelque chose d'assez joyeux, d'assez apaisé pour le moment et d'assez équilibré. Donc c'est un bon millésime. Il fait encore beau, on est bien. C'est un bon millésime. Comment se traduit l'engagement de la ville de Saint-Germain-en-Laye pour la jeunesse, pour l'école? Alors, tout d'abord, en cette période de rentrée, c'est s'assurer que toutes les conditions matérielles sont réunies et que tout l'écosystème éducatif et pédagogique que nous avons souhaité mettre en place est là. Hier, par exemple, j'ai reçu plusieurs dizaines de directeurs d'écoles maternelles, élémentaires, privées, publiques, parce qu'on estime que le privé et le public contribue à former une seule et même communauté pédagogique. Donc, c'est un rituel chaque année, en début d'année, comme ça, en début de saison, c'est un rituel. Et après, on fait collégiens et lycéens. On a 10 lycées, 10 collèges, des dizaines d'écoles élémentaires et maternelles. On a 23 000 élèves à Saint-Germain pour une ville de 48 000 habitants. Voilà, on a un ratio élèves par habitant qui est peut-être le plus important du pays. Donc, on a une petite responsabilité supplémentaire. De quel budget on parle? Alors, la petite enfance, les écoles. Oui, on est si on rajoute évidemment la masse salariale, parce que c'est la masse salariale la plus importante, on est sur plusieurs dizaines de millions d'euros, masse salariale inclus, parce que environ 50% des agents font partie des centres de loisirs, sont des animateurs, et 50%, donc ça représente quelques sous. Et puis les tarifs, la cantine scolaire, donc autant de défis et de sujets d'organisation pour nos équipes. Alix. Et justement, les tarifs scolaires ont été impactés par l'inflation? On a un vrai sujet sur la restauration scolaire. La restauration scolaire, c'est 12% de plus lié à l'inflation et on a dû répercuter 5% du coût de la restauration scolaire sur les familles et sur les élèves et on a absorbé 7%, on a réussi à absorber 7%, mais c'est un vrai sujet et je l'ai dit l'autre jour sur un autre média. Il ne faut pas que ça perdure de trop, parce que je pense qu'on va avoir un vrai sujet sur l'alimentation scolaire, des enfants. Il faut savoir que le repas scolaire, c'est souvent parfois le seul repas équilibré en tout cas, que font un certain nombre d'enfants. Y compris à Saint-Germain-en-Laye, qui, on le sait, est une ville cossue. Qui est une ville qui a peut-être plus de facilité d'autres, une sociologie peut-être plus facile, mais aussi parce qu'il y a des pratiques alimentaires et des habitudes alimentaires qui font que les enfants, le soir, les parents peuvent rentrer tard, les parents peuvent ne pas être là, on ne prend pas la peine de se nourrir de manière équilibrée, on peut avoir un déséquilibre alimentaire ou une absence alimentaire ou une carence alimentaire. Donc moi j'attire simplement l'attention sur la restauration scolaire en 2024. Et en quoi justement le circuit court est un avantage justement dans cette recherche de prix attractifs, puisqu'on venait de le répéter effectivement, c'est quand même cette donnée avec cette crise énergétique qui est bien présente. Alors, c'est compliqué ou pas d'allier circuit court
et crise énergétique. Alors, c'est compliqué parce que avoir un circuit court, le circuit court est pas forcément moins cher. Bah oui. Et c'est un débat qu'on a et que les prestataires d'ailleurs nous opposent. Est-ce qu'il faut mieux faire venir des fraises d'Espagne ou des pommes bigarrées, des vergers de Chambourcy à côté de Saint-Germain-en-Laye et qui coûtent peut-être parfois plus cher, mais qui sont de meilleure qualité. Quand vous posez la question, on a la réponse. Donc le bio a un coût, mais c'est un investissement pour nos enfants aussi, le bio et le circuit court. Donc c'est une pratique qu'il faut intégrer. On l'intègre dans nos appels d'offres d'ailleurs, mais on n'en a pas fini sur ces débats et sur ces discussions. En quoi la dimension internationale de Saint-Germain-en-Laye change la donne et peut-être votre vision par rapport à une autre ville, peut-être dans un autre département? Cette dimension internationale, est-ce qu'elle impacte votre vision de l'éducation? C'est la Saint-Germain Touch, si je peux me permettre, c'est-à-dire que c'est la spécificité. On a la chance d'avoir depuis plus de 50 ans un lycée international, c'est 4000 élèves, et ce sont des élèves et des sections internationales dans toutes les écoles élémentaires et dans la plupart des collèges, qu'ils soient privés ou publics. Parce qu'on a un écosystème autour de l'international depuis toujours. Pas depuis 50 ans, depuis des siècles, depuis le temps où Saint-Germain accueillait la cour des rois et les ambassades internationales. On a beaucoup d'enfants d'expatriés ou de retour d'expatriation. Ils cherchent avant tout, quand ils reviennent en région parisienne, un territoire pour s'installer avec une offre éducative adaptée pour leurs enfants et ils choisissent naturellement Saint-Germain. Donc ça nous donne, nous, une ouverture sur le monde et sur les autres que peut-être les autres n'ont pas. Saint-Germain, c'est une ville un peu ouverte, bienveillante. J'ai tendance souvent à la comparer à Angers. Voilà, c'est cette douceur de vivre. Ouais. C'est la petite Angers de l'Ouest francilien. Et cette dimension internationale, elle commence dès la petite enfance? Dès la petite enfance. On a un certain nombre de crèches aujourd'hui, même de haltes garderies qui sont bilingues, internationales. Le lycée international, c'est 14 sections. C'est pas qu'un lycée franco-britannique. C'est des Danois, des Suédois, des Néerlandais, des Portugais, des Espagnols, des Chinois, des Japonais, énormément de sections internationales et qui diffusent et qui irriguent sur l'ensemble du système éducatif. Et ça donne une coloration internationale que les autres n'ont pas. Une coloration internationale, mais j'imagine aussi plus d'exigences. Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour le maire que vous êtes? Oui, parce qu'on a fait de l'éducation la première de nos priorités municipales. C'est la première. C'est un engagement matériel dans la rénovation. C'est un engagement sur l'enseignement supérieur. C'était le bloc qu'il nous manquait. On veut monter à 5000 ou 6000 étudiants d'ici 4 ou 5 ans. Je pense qu'on y... C'est ambitieux? Je pense qu'on y arrivera. D'accord. On y arrivera. On a un certain nombre de projets embarqués. Il y a Sciences Po Saint-Germain qui se développe très fortement. On a beaucoup d'étudiants qui commencent à arriver en lien avec les universités de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Cergy-Pontoise. On montera, je pense, à 25-26 000 élèves sur la ville, de la maternelle au bac plus 5. Comment vous travaillez en bonne intelligence avec le département et avec la région, puisqu'on sait que vous avez sous votre coupe la petite enfance et les écoles. Pour les collèges et les lycées, effectivement, ce sont les autres. Comment cet écosystème fonctionne? Alors, moi je pense que l'écosystème, c'est avant tout un état d'esprit. Au-delà des compétences juridiques, administratives, je pense que c'est la manière qu'on peut avoir d'insuffler une dynamique et il faut avoir des partenaires. Donc les partenaires, évidemment les départements pour la rénovation des collèges, mais pas que. La région... Vous êtes conseiller départemental. Je suis également conseiller départemental, donc ce sont les équipements informatiques, c'est important aussi. Ce sont les équipements matériels, les équipements sportifs, c'est la rénovation des bâtiments, la rénovation thermique, c'est également de soutenir un certain nombre de projets, faire de la médiation culturelle et offrir aussi au collège et au lycée le maximum de possibilités de pouvoir utiliser l'essentiel des services publics locaux que nous proposons à Saint-Germain. Dans quelle mesure la pratique sportive est une priorité à Saint-Germain-en-Laye? Je vous vois sourire. Bon, moi, j'ai eu la chance de travailler effectivement à Saint-Germain-en-Laye. C'était je crois, mon premier travail, je crois. Et c'est vrai que tu sens dans la ville, et pas que le Paris Saint-Germain, effectivement, tu sens qu'il y a cette appétence des Saint-Germainois pour le sport, que ce soit le hockey sur gazon ou autre. C'est vrai, et puis bientôt le Stade français, rugby, qui arrivera l'année prochaine, qui récupérera une partie des infrastructures du PSG, qui s'est installé à Poitiers-Gremont, pour y installer son centre d'entraînement 2 ou 3.0. Ça dépend comment on l'appelle. Mais c'est vrai, on a une pratique sportive. On a peut-être parmi les meilleures infrastructures sportives du département. On a la chance d'accueillir, dans le cadre du projet olympique, quasiment la totalité de la délégation
délégation britannique qui s'est installée. Vous les avez dragués ou c'est eux qui vous ont repéré? Oh, c'est un rapprochement mutuel, on va dire ça comme ça. On a la chance d'avoir une communauté anglo-saxonne très importante. C'est puissante chez vous, ouais. On les a un petit peu dragués, quelques verres de bière en toute modération. Ça avait déjà fait un petit peu d'effet. En toute modération avec nos amis britanniques, je pense à achever de les convaincre. Mais on a la chance d'avoir ces belles infrastructures. Elles sont mises à disposition de nos scolaires. Et je raconte souvent cette anecdote, Patrice, si vous me permettez, mais quand on a reçu le président du comité olympique britannique, il a eu cette petite phrase, tout en finesse, avec l'humour britannique, qu'on leur connaît, et la petite perfidie qui va bien au bout, en disant: vos infrastructures sont incroyables, on n'a pas la même chose au Royaume-Uni, comment se fait-il que vous ayez aussi peu de médailles? On leur en veut pas. Les JO l'année prochaine. C'est l'humour british. Voilà. On achète, on adore. Ça va avoir un véritable impact, effectivement, la présence de cette délégation britannique et bien sûr les JO 2024 qui approchent à grands pas. On a déjà fait 4 stages avec la Team GB, donc Great Britain. La semaine dernière, on avait les archers qui étaient là. Et à chaque fois, malgré l'extrême professionnalisme et le soin accordé à la performance par le team olympique britannique, il y a cette volonté d'être mélangé aux enfants, de faire de la médiation et de faire des ateliers. Les archers ont fait des ateliers d'initiation. C'est dans l'ADN des Britanniques de venir en terre Saint-Germanoise et de partager leur expérience. Complètement, et ça m'a un peu surpris parce que c'est vrai qu'il y a le PSG juste en face. Ça faisait 50 ans qu'on avait le PSG, et depuis quelques temps, le PSG c'était un petit peu porte close. On avait du mal à attendre un petit peu l'année dernière pour que des élèves ou des scolaires puissent y aller. Et là, il y a une volonté d'ouverture. On l'a vu avec les Paralympiques aussi, ça a été très impressionnant, l'équipe d'athlétisme paralympique britannique ou de tennis. Cette volonté d'avoir envie de s'intégrer pleinement dans le tissu local pour préparer au mieux. Et avec quel retour d'expérience pour les élèves, justement? Les étoiles plein des yeux, j'imagine. Formidable. Surtout sur le paralympisme. Le paralympisme athlétique, voir ces athlètes faire des tours de piste en fauteuil roulant, je pense que personne n'avait imaginé que ça pouvait être à ce point-là aussi impressionnant. On a dit effectivement que le Paris Saint-Germain est parti s'installer juste à côté de Poissy, mais dans quelle mesure le PSG, et reste le PSG bien sûr, le Paris Saint-Germain, il participe, j'imagine, au rayonnement de la ville activement? Alors, plus la marque Paris Saint-Germain est forte et plus le nom de Saint-Germain est important. Quand vous allez à New York, qui est au barreau de New York, on me dit Paris Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye. Paris Saint-Germain en Laye. Dès qu'il arrive à l'aéroport. Voilà, exactement. Non, mais ça a contribué bien évidemment au rayonnement. Et depuis 10 ans, il y a une accélération dans le rayonnement de la ville. À chaque fois qu'on avait une célébrité qui arrivait, David Beckham ou d'autres, on voyait évidemment tous les camions de télévision. On avait eu David, j'avais oublié. Tous les camions de télévision étrangère. Donc ça contribue vraiment au rayonnement de la ville. Et quand on aime son club, peu importe l'endroit quelque part où il s'entraîne, que ce soit ici ou là, on a envie qu'il ait les meilleurs outils de performance pour être le meilleur possible et continuer à faire rayonner notre nom le plus haut possible. Quelles sont les valeurs du sport communes aux valeurs de votre ville de Saint-Germain? Écoutez, moi, c'est avant tout l'esprit d'équipe et la performance. Je pense qu'on met toujours un petit peu de côté la performance. Et nous, on a initié un cheminement sportif et pédagogique autour de la performance. Je prends l'exemple du Stade français. La direction du Stade français souhaite faire de ces critères de sélection des joueurs la capacité à pouvoir suivre un enseignement supérieur. Ça, c'est un peu nouveau. Et donc, avoir des athlètes de haut niveau, pouvoir suivre des études ou des études supérieures de qualité et d'un niveau important. Voilà, je pense que c'est important d'avoir cette démarche-là. Donc, évidemment, les vertus du collectif, parce qu'on travaille tous en synergie, et même la manière dont on conçoit l'action publique ou le service public local aujourd'hui ne peut se concevoir que si on met tout le monde autour de la table. On parlait du département et de la région, c'est exactement le même état d'esprit, mais il faut être performant parce qu'il y a des exigences, notamment de la part de nos concitoyens. Est-ce qu'un petit peu à l'image des réunions que vous avez eues en début d'année, vous nous l'avez dit, monsieur le maire, avec les équipes des collèges et des lycées, vous avez peut-être d'autres réunions concernant le volet sportif, que ce soit le sport santé, la confiance en soi, le respect des autres, et on sait qu'on en a grandement besoin en ce moment. Alors, à ceci près qu'on veut faire porter au sport aujourd'hui des valeurs que la société n'incarne plus. Et je mets simplement
voilà, un petit warning ou un petit bémol sur le sujet. Le sport, il n'est que le reflet... sportif qui nous parle. Oui, mais le sport, il n'est que le reflet de la société, dans parfois ses atrocités aussi, ses difficultés, ses errements, ses excès. Il devrait peut-être théoriquement incarner des valeurs, on va dire, supérieures, mais il est le reflet de ce que nous sommes. Alors, évidemment, on essaye à travers le sport d'inculquer des valeurs et des états d'esprit qui se sont peut-être un peu évaporés ou dissipés ici et là, surtout chez les jeunes. Mais lesquels, par exemple? Alors, par exemple, l'esprit d'équipe, la solidarité, le respect, les valeurs vraiment classiques du sport. Il y a évidemment les élèves sont très réceptifs à ça. On essaye de mutualiser au maximum les expériences avec des grands athlètes. On vient, par exemple, là, de parrainer 2 athlètes paralympiques saint-germanois, les frères Portal. Ils sont champions du monde de natation. Ils ont eu 3 titres mondiaux le mois dernier. On va leur permettre d'accompagner leur parcours olympique. La contrepartie, ça sera justement de faire le maximum de médiation auprès des jeunes publics pour montrer qu'on peut être... ils ont une déficience visuelle, les 2 frères, et on peut avoir une trajectoire et une ambition olympique et sportive et faire des études de haut niveau. C'est ce qu'ils font aussi. Donc voilà, montrer l'exemple, c'est ce que nous, on peut faire, on peut démontrer. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure du sport santé. On est très lancé dans le sport santé, avec l'hôpital de Poissy et de Saint-Germain, avec nos professionnels de santé. Je pense que ce pays ne s'est pas suffisamment mis au sport. Toujours pas? Depuis, ça commence à venir. Si on ne prend pas le virage avec Paris 2024, je ne sais pas quand on va le prendre. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Nous, on pense que Paris 2024, c'est justement une opportunité, non pas dans cette dimension d'héritage, mais dans cette dimension du sport santé. Voilà, de faire en sorte qu'on prenne soin de soi, quel que soit l'âge. On est sur des tendances quand même de vieillissement de la population. Dans l'Ouest francilien, c'est quand même manifeste. Donc il va falloir qu'on intègre la dimension du sport de manière un petit peu plus prégnante dans le vieillissement aussi. Et dans cette équation, comment on favorise la mixité sociale ? Comment on fait ? La mixité sociale, c'est avant tout la capacité à accueillir, par exemple, dès l'école, des enfants qui viennent d'horizons sociologiques très différents. Et moi, j'ai la chance, dans certains quartiers de la ville, j'ai des écarts de richesse qui sont de 1 à même 20 ou 30 parfois, et on fréquente les mêmes écoles, et on fréquente les mêmes rues, et on fréquente les mêmes commerces, et ça marche bien. Je ne dis pas qu'il y a un écosystème, mais nous, notre rôle, c'est de veiller à cet équilibre-là. Parce que l'équilibre sociologique, il est évidemment important. Je ne fais pas partie de ces maires qui considèrent que 25% ou 20% de logements sociaux, c'est une hérésie. Au contraire, c'est souhaitable. Pour autant qu'on puisse faire en sorte que ces logements sociaux soient disséminés partout sur le territoire. Et quelle que soit la sociologie de votre ville, et même si vous avez une ville un petit peu bourgeoise comme la mienne, mais Versailles a la même démarche que nous. On a à peu près le même pourcentage de logements sociaux. Donc la mixité sociale, elle est bien. Et on a la chance à Saint-Germain de pouvoir intégrer ça. Et je reprends encore l'exemple de l'école. On a aussi des foyers sociaux, on a des hôtels sociaux, on a des populations migrantes qui sont à Saint-Germain. Et c'est normal, on est une grande ville, et avec des enfants qu'il nous faut scolariser, et parfois des parents qui ne maîtrisent pas l'utilisation de la langue française. Donc notre rôle, c'est de pousser à l'alphabétisation, à l'apprentissage des langues, et à faire en sorte que dans une ville comme la nôtre, où justement on peut maîtriser ces difficultés, on puisse intégrer davantage et peut-être plus facilement ces enfants. Les difficultés de l'école, les difficultés de l'éducation, en tout cas, c'est une priorité aussi du gouvernement, c'est l'échec scolaire à l'échelle de la mairie, à l'échelle d'un maire. Quels sont les outils à votre disposition ? Alors déjà, on a beaucoup d'associations qui font du soutien scolaire. Patrice, on en a beaucoup. Notre rôle, c'est de soutenir ces associations, que ce soit dans des centres socio-culturels ou que ce soit des démarches individuelles ou des associations. On a des associations, justement, qui ont pour mission d'alphabétiser, et on a d'autres qui font du soutien scolaire. Et ça, en lien avec les 3-4 écoles qui ont été identifiées, qui ont plus de difficultés que les autres, c'est là où on met le paquet. Nous, on sait où sont nos points de fragilité, on le sait au collège, on le sait au lycée, et on le sait dans les écoles élémentaires. Donc, ces points sont identifiés, et nous, on met le paquet. On met peut-être davantage de personnel sur les temps périscolaires pour encadrer, les temps d'études également, avec des plages horaires et des amplitudes horaires qui sont un petit peu plus larges. La loupe, c'est avec Alix Nguyen.
La loupe avec Alix et on connaît le traditionnel conseil municipal. Oui, une assemblée qui se tient au moins 4 fois par an et qui réunit pour débattre de la gestion de la commune le maire, ses adjoints et conseillers municipaux. Mais avez-vous déjà entendu parler du conseil municipal des lycéens ? Oui, j'ai cette chance. Ouais. Eh bien, la ville de Saint-Germain-en-Laye a lancé l'initiative début 2021, une façon de les initier à la vie civique. Et je vous propose d'écouter ses premiers membres. Je suis Guimine, membre du conseil municipal des lycéens depuis janvier 2021. Et mon rôle est de représenter pendant 2 ans l'ensemble des élèves issus des lycées publics et privés de la ville. Le CML il permet aux jeunes de s'initier à la vie civique et de participer activement et concrètement aux actions et aux commémorations de la ville. Par ailleurs, le CML est le porte-parole des lycéens et fait part de toute idée ou problème dont il aurait connaissance. Il assure le retour d'informations dans son établissement scolaire. Les membres du CML se réunissent chaque mois et travaillent sur des projets qui ont été définis ensemble. Nous réfléchissons activement à des projets porteurs pour la ville et tentons de les mettre en place. Et donc ces lycéens de seconde et de première se réunissent chaque mois. Ils sont issus des 9 établissements privés et publics du territoire. Il n'y a d'ailleurs pas que des lycéens puisque les collégiens, eux aussi, ont droit à leur conseil municipal avec la même durée de mandat ouvert aux élèves de la 6e à la 4e. Super. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou plusieurs projets qui ont vu le jour sous l'impulsion du conseil municipal des lycéens ? Alors tout d'abord, l'idée c'est de construire un parcours de citoyenneté pour tous ces jeunes et de les préparer à la citoyenneté. Nous, on s'est rendu compte que voilà, même au-delà, à 18 ans, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'impliquer dans la vie citoyenne et pour autant, ils ne veulent plus voter ou ils ont une forme de désintérêt. Et il faut essayer de construire et de les aider à bâtir ce parcours citoyen. 90% des projets sont évidemment, sans grande surprise, autour du développement durable. Ouais. Et donc, ça a été sur le ramassage des mégots de cigarettes, ce qui peut paraître plutôt rassurant. C'est la préoccupation majeure des jeunes et avec une préoccupation qui est en train de monter. Et on le voit soit dans le budget participatif, soit dans les demandes des lycéens, c'est la cause animale. Il y a une campagne très importante qui a été faite cet été par tous ces jeunes contre l'abandon des animaux. On a battu des records cette année d'abandon d'animaux et on sent que la cause animale est en train de devenir une cause voilà, que les jeunes ont envie de protéger. Ils ont envie de s'impliquer en tout cas sur la protection des animaux et le bien-être animal. C'est très intéressant ce que vous dites, monsieur le maire, parce qu'on a peut-être à chaque fois une vue biaisée. On entend très souvent effectivement dans les médias que cette jeunesse, cette génération est totalement désintéressée. Vous me dites que c'est faux. Elle s'intéresse, mais elle veut s'engager, mais autrement, peut-être pas par le vote, mais par l'action directement. Exactement. Sur le plan local. Par l'action citoyenne. Et surtout, elle veut avoir un impact immédiat. Donc, l'impact immédiat, ça va être effectivement de faire cette campagne, ça va être de faire en sorte qu'on ait des campagnes de ramassage des ordures dans les forêts, les dépôts sauvages dans la forêt de Saint-Germain. Ça va être de vouloir faire en sorte qu'on se mobilise pour économiser l'eau. Voilà, il y a une multitude de sujets sur lesquels tous ces jeunes sont très impliqués. Ils s'engagent différemment, les jeunes. Ils ne vont pas s'engager 2-3 heures par jour dans le tissu associatif. Moi, j'ai beaucoup d'associations de jeunes qui se sont créées. Bon, notre rôle, c'est de les accompagner, mais de les accompagner à leur rythme. C'est un rythme qui est différent. C'est un mode d'action qui est différent. Peut-être qu'il va y mettre qu'1 heure ou 2 heures de son temps par mois, mais peut-être qu'entre-temps, il aura passé 20 minutes sur ses réseaux sociaux à diffuser l'action de son association. Et vous identifiez les mêmes préoccupations entre élèves du public et du privé ? Oui. Il n'y a vraiment aucune distinction. Là-dessus, je peux vous dire que élèves du privé ou du public, il n'y a vraiment aucune différence. Le développement durable, le climat, la cause animale, vous en avez parlé. Effectivement, on a identifié toutes ces préoccupations. Qu'en est-il de la culture, monsieur le maire, à Saint-Germain-en-Laye quand même ? Parce que ces jeunes s'intéressent à la culture, au patrimoine de Saint-Germain-en-Laye, plus largement des Yvelines. Oui, alors il faut aller les chercher sur des thématiques. Nous, on a développé un festival de street art depuis quelques années, justement pour aller chercher tous ces jeunes. On a développé une microfolie. Microfolie, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est la Villette. C'est la Villette qui a mis ça en place. C'est un musée digital. Ça fait déjà une dizaine d'années que ça existe. Donc, c'est un écran géant
avec l'accès à des ressources de plusieurs dizaines de musées nationaux français. Et vous pouvez faire de la médiation avec 1 ou 2 salles de classe. L'idée, c'est de faire entrer les jeunes dans un premier musée numérique. Si ça leur plaît, on explique des œuvres, il y a des supports digitaux qui existent. Et si ça leur plaît, peut-être qu'ils auront envie de mettre un deuxième pas, mais dans le réel et dans un vrai musée pour cette fois-ci. Donc il faut aller chercher aussi ce public-là et cette jeunesse avec d'autres moyens, d'autres armes, et sur des esthétiques musicales, par exemple, ou esthétiques, la danse, par exemple. Nous, on est un territoire de chorégraphie. Et donc la danse, ça plaît beaucoup. Toutes les danses, qu'elles soient classiques, contemporaines, salsa, hip-hop, soglam, etc. Tous les types de danse. Ça sent le vécu, monsieur le maire, là, je sens. Ça sent le vécu. Oui, ça sent ma fille, oui. La labellisation 100% éducation artistique et culturelle, ça vous trotte dans un... Oui. Oui, on est dessus. C'est une obsession. On est dessus. Ouais, non, on est vraiment dessus. Bon, moi, je crois beaucoup. Je dis pas qu'on doit faire que du ballon dans sa vie. On doit faire plus de culture. Je crois que Lille l'a obtenu. C'est compliqué à obtenir concrètement. Il faut. Bon, déjà, on est une ville de culture et de patrimoine ça fait sens, classique, ça. mais il faut qu'on s'engage. Il y a un certain nombre de programmes et d'actions qu'il nous faut mener. Donc voilà, on les mène. Vous avez parlé de la Cité des sciences et de l'industrie, effectivement, avec cette belle initiative depuis une dizaine d'années. Qu'en est-il de l'offre numérique à Saint-Germain-en-Laye? J'ai l'impression quand même que ça a été rapidement une priorité, que vous avez rapidement vu les bienfaits du numérique scolaire. On est la première ville de France à avoir créé un conseil local du numérique. On l'a fait avec l'idée qu'on a un certain nombre de citoyens qui faisaient des offres de services, qui travaillaient dans les secteurs du digital, du numérique, et qui voulaient proposer leurs services pour la ville. Donc on a créé ce conseil, et de voir comment on profite de cette valeur ajoutée, de cette richesse professionnelle, au service du plus grand nombre et au service du service public local. Et donc on a fait des tas de choses. On a fait un programme pour lutter pour l'inclusion numérique des seniors. On a fait un programme pour améliorer nos services en ligne et grâce à ce conseil local du numérique. Donc, à l'échelle du citoyen et des services que nous offrons au niveau de la ville, c'est important. On a équipé toutes nos écoles, évidemment, élémentaires de TNI, et depuis longtemps, mais avec responsabilité. On a parfois des boutons coupe Wi-Fi dans un certain nombre d'écoles. Les instituteurs, les professeurs peuvent couper le Wi-Fi s'ils le souhaitent. Il faut aussi des moments de déconnexion. Ouais. C'est important. Le numérique, c'est important en responsabilité, mais c'est aussi un énorme et un outil incroyable d'apprentissage. Et il ne faut pas passer à côté de cette opportunité. En tout cas, vous êtes toujours à fond sur l'outil numérique, avec bien sûr parfois ce coupe Wi-Fi. J'en parlais avec l'adjointe au maire de la mairie de Levallois, chargée de l'éducation. Elle me disait que c'est vrai que parfois, on ne sait pas toujours sur quel pied danser, parce que, bien sûr, l'outil est indispensable, mais il y a en même temps les dangers du numérique et que l'équation n'est pas forcément toujours Mais il ne faut pas percevoir le numérique comme un danger. Je me permets juste une petite anecdote, mais au moment du premier confinement, en mars-avril 2020, on avait proposé à Saint-Germain d'être territoire d'expérimentation de l'application Tous Anti-Covid. Rappelez-vous les polémiques à l'époque avec la CNIL en disant on va être fiché, on va être... Bon, et le résultat, c'est 45 millions de téléchargements aujourd'hui. Donc, parfois, on a des craintes, et on peut les avoir, elles sont légitimes, on peut les justifier et on peut les argumenter, mais le numérique n'est pas l'ennemi. Voilà, c'est un outil, et comme tous les outils, il se maîtrise, il peut se réguler, il peut se contrôler, et je pense qu'il faut qu'on apprenne à nos enfants. Vous savez, quand on remet des cartables numériques aux collégiens, aux lycéens, surtout aux collégiens de 6e, et on fait pas des cérémonies, mais des petites séances, et on a à chaque fois les parents qui posent des questions en disant mais mon enfant il est déjà sur son écran, sur son téléphone, est-ce qu'il ne va pas être sur son iPad à lire son iPad ou une autre tablette quelle que soit la marque, est-ce qu'il ne va pas passer trop de temps, etc. Non, ça permettra d'alléger le poids des cartables. Ça fait, voilà, on a tous été élèves, le poids des cartables, c'est un truc qu'on a entendu pendant toute notre vie. Le numérique, ça permet d'avoir des réponses aux examens que l'on fait, ça permet d'avoir peut-être des supports pédagogiques aussi directement accessibles. Donc c'est un outil qui nous permet peut-être et qui permettra aux enfants d'être meilleurs et de lutter contre cette fracture pédagogique aussi qui existe. Et dans quelle mesure ça peut aussi aider sur les problématiques d'orientation ? Parce que j'ai quand même toujours le sentiment qu'on a un train de retard, même si je sens que le gouvernement souhaite progresser sur la question de l'orientation. Écoutez, moi je suis toujours frappé de vraiment, si vous n'avez pas autour de vous du réseau, des connaissances, des amis,
voilà, pour le coup, facilement désorienté. Voilà. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais il y a des tas de personnes qui n'ont pas accès à des ressources, qui n'ont pas dans leur famille des gens qui ont eu la chance d'avoir des trajectoires professionnelles peut-être intéressantes. Et on n'a pas assez, notamment dans les collèges ou dans les lycées, de ressources. Donc le digital peut être une réponse justement avec plus de tutorat ou plus d'informations accessibles en ligne sur des métiers, sur les professions. C'est bien d'avoir une personne ressource dans un collège. C'est surtout au collège que c'est important. Et puis après, sur Parcoursup est à mon avis, pour moi, un dispositif qu'il faut encore améliorer. Il y a trop de disparités, encore trop de difficultés dans l'utilisation de Parcoursup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci Arnaud Péricard d'être venu nous voir aujourd'hui dans School TV Le Mag. Un grand merci à toi, ma chère Alix. On se retrouve demain. À demain. Pour faire le point sur une nouvelle initiative, qu'elle soit locale ou nationale. Excellente journée à notre compagnie.